Bienvenue dans cette nouvelle émission de The Truman Show. Lui c'est Saïd. Et lui c'est Julien. Aujourd'hui une émission de haute volée puisqu'on vous parle de Top Gun Maverick. La suite du film de Tony Scott de 86, un film qui vous stimule le point G. Allez, on perd pas de temps, on embarque. Plein gaz, on voit le générique. C'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine. Mais c'est de la merde! Ceux qui sont là, vanter les trucs les plus régressifs. C'est nul! On se retrouve pour cette critique à chaud 36 ans après le premier Top Gun pour ce qu'on appelle une legacy sequel. Je sais que tu n'aimes pas ce mot-là, mais c'est pour une suite héritage. Avec Joseph Kosinski à la manette. Attention, spoiler à la minute indiquée. Cette suite pilotée par Tom Cruise qui retrouve le rôle de Pete Mitchell alias Maverick. L'as des as, la tête brûlée du premier film, à qui l'armée américaine demande de reprendre du service pour entraîner une jeune bande de pilotes surdoués afin de réaliser une mission périlleuse. Bien sûr, Top Gun, c'est Tom Cruise, et Tom Cruise est Maverick. Comme dit la légende. Donc Tom Cruise est omniprésent dans le film, hein, devant, derrière la caméra. Le personnage central sur lequel gravitent tous les autres acteurs. Les nouveaux tels que Miles Teller qui joue le rôle de Rooster, justement le fils de son vieil ami disparu, Goose, dans le premier film joué par Anthony Edwards, est assez présent. Donc on a dit que ce fantôme-là, dans le film vous verrez une réplique qui revient, parle-moi Goose ou talk to me Goose à chaque fois. La figure de Tom Cruise est assez envahissante et un peu au détriment des autres personnages, je trouve. L'idée au départ, c'est un passage de flambeau avec une nouvelle équipe de jeunes recrues. Pour moi, à part le personnage de Miles Teller, qui est un peu plus développé, vu qu'il y a presque une relation père-fils entre les deux qui se noue, les autres personnages de l'équipe ont du mal à exister, à être aussi iconiques que des personnages comme par exemple Iceman. Et on voit pas cette figure féminine qui est supposée être un peu aussi le renouveau. Il y a des esquisses de début de lien entre ces personnages, mais c'est vrai que la présence de Tom Cruise, elle fait de l'ombre à tout le monde. On peut parler aussi du personnage de Jennifer Connelly, Penny, qui était citée dans le premier film, qui était une amourette, voilà. Une amourette de passage. Le premier film, ce qui a plu aux femmes aussi, parce qu'il y avait ce côté histoire d'amour avec musique romantique. Donc là, bon, il y a la petite balade de Lady Gaga qui fait écho à celle du Take Me Away dans le premier. C'est cohérent que ce soit là. Il y a un truc avec la fille de Penny aussi. Et au final, ça mène un petit peu, pour moi, ça mène un petit peu à rien en fait. Le premier, c'est vrai que c'était un coup de foudre, c'était quelque chose qui est la passion. Là, on le retrouve 36 ans plus tard. Le personnage n'a pas vraiment vieilli, il n'a même pas mûri, mais les autres, oui. Jennifer Connelly tombe facilement amoureuse de lui, mais il lui suffit juste de sortir son sourire. On regrette l'absence de Kelly McGillis. Elle a eu des enfants, elle ressemble à une grand-mère. Kosinski et même Tom Cruise disent qu'ils n'ont jamais voulu explorer cette histoire-là où ça a dû mener leur histoire d'amour. Meg Ryan, qui jouait la femme de Goose, et la mère de Rooster, bah là aussi, elle est absente, elle est présente par des flashbacks. Ça aurait pu être un contrepoids aussi, un des beaux points de ce film qui a failli m'arracher une petite larme, c'est le retour demandé, exigé par Tom Cruise lui-même, de Iceman, alias Val Kilmer. Qui a eu un cancer de la gorge, qui peut pas parler normalement en fait. Et du coup, c'est utilisé dans le film dans une scène plutôt touchante, oui. Même sans parole, il arrive à jouer. Kosinski, qui a déjà travaillé avec Tom Cruise, qui a réalisé Oblivion, McQuarrie, qui est déjà officier sur Jack Reacher et sur Mission Impossible. Ils s'entourent de ses proches, des gens en qui il a confiance, pour maîtriser un peu le sujet. Bon, après, ils sont un peu à son service aussi, c'est-à-dire qu'ils servent aussi l'image de Tom Cruise. C'est-à-dire que le premier, il est réalisé par Tony Scott, qui est quelqu'un qui a un style vraiment très très reconnaissable. Et l'idée, c'était quand même de reprendre quelqu'un qui avait aussi une patte visuelle. C'est quelqu'un qui est toujours très attaché à la réalisation et à l'apport que peut avoir un metteur en scène sur un film. Donc. Kosinski rend hommage à Tony Scott, surtout au début du film, copier-coller du premier film, jusqu'à la typo. On a les noms des acteurs, l'intro, les images, la musique. Tout est pareil, à part un petit côté un peu moins orange, un peu moins feutré qu'on avait dans le premier Top Gun, moins clippé, même si ici on a des ralentis. Il rend hommage à la réalisation de Tony Scott, il y a des scènes aussi qu'il reprend, Tom Cruise en moto en train de faire la course-poursuite avec l'avion, la scène de beach volley là, sur la plage. Il y a des scènes qui sont reprises, mais pas forcément de la même façon, avec des nouvelles technologies bien sûr. Les scènes aériennes, elles sont filmées d'une autre façon. Le point fort aussi du film, c'est que les avions, c'est les vrais avions, les figures qu'elles
fait en sang réel. Il n'y a pas de maquette, il n'y a pas de FX. C'est ce que voulait Tom Cruise, voulait faire des choses réelles. La différence, par exemple, avec le premier, la musique était très envahissante. En tout cas, moi, j'avais trouvé dans le premier film. Oui, là, il y a plus de moments de silence. C'était assez surprenant, effectivement. On entendait les gens qui toussaient dans la salle. Il y a un bon sound design sur les Oui. avions. On reconnaît le son de l'avion ennemi. Il y a beaucoup de cuts aussi dans le film. On passe d'un cockpit à un autre, mais ça reste quand même très lisible. Moi, par exemple, j'avais eu des problèmes avec le premier film, un peu la spatialisation. Les acteurs eux-mêmes étaient dans les cockpits, donc il n'y avait pas de doublure. Et Tom Cruise pilotait son avion, c'est cerise sur le gâteau. Oui, oui. Et lui qui fait ses propres cascades, Mission Impossible et tout le reste, là, il nous prouve encore ses talents, non seulement d'acteur, de producteur, mais aviateur en plus. Alors, film à voir? Plutôt, je pense que c'est mieux foutu que pas mal de blockbusters qui sortent. Je mettrais ça quand même au-dessous des Missions Impossibles, mais je pense qu'on peut y trouver son compte. Ouais. Et surtout au cinéma. C'est un film fait pour le cinéma. Paramount et Tom Cruise n'ont pas voulu vendre le film à des plateformes de streaming pendant le Covid, juste pour attendre et le sortir au cinéma. Donc, si vous pouvez aller le voir en IMAX, c'est encore mieux. En 4DX, c'est encore mieux. Ça vaut le coup, c'est un spectacle aérien. Allez le voir au cinéma. Si vous partez maintenant et vous restez pas pour les spoils, bien sûr, vous reviendrez après avoir vu le film. N'oubliez pas, comme d'habitude, Un beau pouce bleu, vous vous abonnez et vous nous laissez un petit commentaire pour dire si vous avez aimé ou pas. Forgive yourself. Si vous êtes resté, c'est que vous avez vu le film. on a parlé de la présence, l'omniprésence de Tom Cruise, d'ailleurs dans le film, et qui refuse de mourir. Moi qui pensais qu'il allait mourir deux ou trois fois, il s'en sort miraculeusement. Il est increvable ce personnage. Ed Harris qui joue l'amiral, il lui dit qu'il est obsolète, qu'il est dépassé, et que c'est un dinosaure, je crois. Et lui il répond que oui peut-être, mais pas aujourd'hui. On a l'impression que le film c'est Tom Cruise, qu'il est encore là pendant quelques années. Après c'est aussi une façon de faire écho avec la figure de la star qu'il incarne, qui est aussi obsolète. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça existait pendant 100 ans dans le cinéma, mais aujourd'hui on voit que c'est plus comme ça qu'Hollywood fonctionne du tout, en vendant ses films sur des stars. Aujourd'hui ils vendent les films sur les franchises. Cruise, lui, c'est pas du tout de là qui vient, lui, il rameutait les gens dans la salle sur son nom, pas sur le nom du film. Oui, donc même pour la franchise Mission Impossible, voilà, il a réussi à changer de paradigme et à la vendre sur son nom. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde veut voir le Mission Impossible de Tom Cruise. Là, on a l'impression que c'était Miles Teller qui allait prendre le rooster, il allait prendre le flambeau. Mais en réalité, non, c'est Tom Cruise qui est fou à tous les pilotes, une grosse rouste. Il est avantagé parce qu'il a connu à l'époque. Et comme c'est des vieux coucous, bah, eux, ils sont mal barrés sans technologie. Ce reflet du miroir, le Tom Cruise qui sait de faire des films à l'ancienne, à son image, à son gros effets spéciaux, alors que les films d'aujourd'hui, c'est des films à effets spéciaux. On a l'impression qu'il se bat contre des moulins à vent. Il en devient même très sympathique. On peut faire des choses bien, simples, efficaces, sans pourtant aller dans l'outrance et en respectant ce qui a été déjà fait avant. C'est un film qui est très, on va dire, très respectueux du premier film, mais moi je mettrais un petit bémol, c'est qu'au final, je pense qu'il n'y a aucun fan du premier qui sera vraiment déstabilisé par ce film-là. Et c'est bien et pas bien dans le sens où ça reste un film très safe, je pense. Ça donne au public ce qu'il veut, mais ça prend pas énormément de risques, je trouve. Je préfère 1000 fois un blockbuster comme ça, avec au moins un respect. Top Gun a créé le personnage de Tom Cruise, et aujourd'hui, c'est Tom Cruise lui-même qui crée Maverick. On disait que c'est une boucle qui était bouclée, mais moi, je pense que le film va peut-être être un succès, et ça n'empêchera peut-être pas d'avoir un 3. Là, on voit bien que la guerre fait des victimes, surtout chez l'armée américaine, et qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu, c'est de revenir vivant. Justement, ça renvoie à cette guerre de drones. On voit pas les victimes, c'est comme un jeu vidéo. Tom Cruise et Kosinski arrivent à recontextualiser la guerre. Dans le premier film, on avait ce côté un peu clippé, la scène d'amour avec Tom Cruise et Kelly McGillis. On montrait un peu quelques corps. Il y avait quelque chose de charnel. Toutes ces interprétations un peu gay-friendly sur le premier. Ça venait aussi de l'esthétique de Tony Scott, qui s'était inspiré en fait du photographe qui faisait les photos pour Calvin Klein. Une esthétique très homo-érotique, quoi. On ressent pas trop ça dans le film. Les corps ne sont pas sexualisés. Oui. Et la scène d'amour entre Tom Cruise et Jennifer Connelly, c'est pas du tout une vraie scène d'amour. Elle est tout de suite avortée, et on passe même à une discussion après coït, quoi, et sur le lit, et qui devient plus intéressante. Là, on a un Tom Cruise quand même assez fragile. Le personnage, dans le premier film, c'était vraiment une tête brûlée, on n'avait rien à foutre des autres. Des moments de doute. On le voit dans le film pleurer 2 ou 3 fois. À la mort de Iceman, qui l'aide. Là, on a un personnage qui commence un peu à se fissurer. C'est un peu le bon côté. C'est vrai qu'on n'y va pas à fond. Il n'est pas en thérapie, mais quand même, on voit qu'un personnage qui doute,
un peu même de ses choix et de ses actions. Même le début du film, quand on lui demande de faire quelque chose, il continue à être la tête brûlée. Il ne peut pas s'empêcher, mais après, justement, il ne peut pas s'empêcher aussi de regretter ses actes. Et là, on a des petites failles, et c'est quelque chose d'intéressant à explorer, peut-être, on le verra peut-être dans le prochain Top Gun 3. Là, pour conclure, c'est un bon divertissement, une bonne suite avec des bonnes séquences aériennes, de l'humour, un peu d'amour, mais surtout beaucoup de Tom Cruise. Un film qui a été pensé pour être vu au cinéma, donc n'hésitez pas. Notre voyage s'achève. Hein. N'oubliez pas non plus le beau pouce bleu et de vous abonner. On attend également vos commentaires. On vous souhaite un bon vent, les amis. Ciao. Ciao.